Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, nous allons donc continuer ces cours de seconde générale avec donc pour thème le chapitre 1, à savoir Athènes et Rome, hein, et donc l'intitulé plus précis, c'est la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Donc c'est un chapitre fort intéressant, assez long que j'ai pris l'habitude de couper en deux, hein, parce que ça fait un petit peu beaucoup de faire Athènes et Rome coup sur coup. Donc je vais faire un long développement sur déjà la Grèce antique en général, et sur plus particulièrement la cité d'Athènes qui est au cœur de la problématique du chapitre d'histoire en second. Donc la problématique pourrait être comment les Grecs et les Romains ont-ils dominé le bassin méditerranéen, et plus spécifiquement par rapport au sujet d'Athènes, on pourrait dire comment les Athéniens ont-ils fondé la démocratie. On pourrait dire aussi en quoi Athènes était le berceau de la civilisation occidentale. Parce que effectivement, donc, durant l'Antiquité, les Grecs puis les Romains ont fondé donc de brillantes civilisations, conquis de vastes territoires tout autour de la Méditerranée jusqu'en Asie. Et donc au 5e siècle avant notre ère, Athènes est devenue la plus puissante des cités grecques, hein. Elle a inventé un régime original pour l'époque, la démocratie, et domine un vaste empire maritime. Elle lutte contre Perse, puis contre Sparte, mais finit par perdre son indépendance au milieu du 4e siècle face à la Macédoine, le nouveau grand royaume émergent de la Grèce. Alors, on va quand même d'emblée faire une longue introduction quand même sur le monde grec, hein. On va pas se focaliser uniquement sur Athènes, puisqu'il faut quand même rappeler déjà que l'histoire des Grecs, ou des Hellènes, on y reviendra, mais bon, les Grecs eux-mêmes s'appelaient les Hellènes, se divise pour les historiens en quatre grandes périodes, comme on peut voir là sur la chronologie. Donc, à savoir la période mycénienne, donc du nom d'une cité qui s'appelle Mycène, donc qui se situe dans le Péloponnèse, donc le Péloponnèse qui est la région, la grande région du sud de la Grèce. Donc déjà constitué en royaume, le principal étant celui autour de Mycène, d'où le nom qu'on donne à cette période-là. À l'époque, les Grecs sont dominés par un peuple ou une tribu grecque qu'on appelle les Achéens, d'où le temps des royaumes achéens. Et, alors à voir qu'on situe de manière historique la fameuse gare de Troie à la fin de l'époque mycénienne, d'ailleurs dans l'Iliade, les Grecs sont appelés Achéens. Ensuite, il y a un temps un petit peu trouble, on est là vers 1200 avant notre ère, ce qu'on appellera l'invasion des Doriens. Donc en fait, c'est beaucoup de théories là-dessus, j'ai même fait des vidéos un peu plus pointues mais sur ce sujet-là, mais bon, en tout cas, les Doriens sont un peuple qui viendrait du sud des Balkans, du nord de la Grèce, et qui aurait supplanté les Grecs déjà existants. Donc c'est des Grecs, mais peut-être un petit peu moins évolués, en tout cas en termes artistiques ou artisanaux. Bref, il y aurait beaucoup à dire sur les Doriens. Bon, ça a donné les Spartiates, notamment. Bref. Ensuite, il y a une période un peu trouble. Alors, certains l'appellent les temps obscurs, c'est une espèce de Moyen Âge, ce qu'on appelle l'époque archaïque, comme son nom l'indique, une époque plutôt de repli, surtout entre 1200 et 900 avant notre ère, avec un repli de l'écriture, avec une architecture beaucoup plus simple, avec des villes et villages qui se vident. Ensuite, on a un nouvel essor, donc au milieu de la période archaïque, avec la naissance donc, des cités, notamment on verra qu'Athènes est fondée à peu près vers cette période-là, vers l'an 800, avant notre ère bien sûr. Et c'est l'époque où, comme on le voit là sur la carte, les Grecs vont commencer à coloniser l'ensemble du bassin méditerranéen, parce que les Grecs sont d'abord des marins. Alors, c'est l'époque supposée d'Homère. Alors déjà, je suis pas trop d'accord parce que Homère aurait plutôt écrit au 8e siècle, et puis en fait, il s'avère qu'Homère est plutôt un personnage fictif, c'est une invention plus tardive. Il n'y a pas de preuve de sa réalité historique. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le poète qui aurait composé l'Iliade et l'Odyssée, les deux premiers livres de l'histoire occidentale. Mais enfin, voilà, on pense que c'est plutôt
plusieurs poètes hein, qu'on a appelés de manière un peu générique Homère. Bon, vaste sujet là aussi. Donc je reviens à la carte, hein. On peut voir donc à partir de l'an 700-600, les Grecs vont s'implanter, donc non seulement évidemment en Grèce, hein, mais déjà ils étaient implantés dans ce qu'on appelle la Ionie, hein, donc c'est la côte d'Asie mineure, la Turquie actuelle, autour de la mer Noire, ce qu'ils appellent le pont Euxin, en Italie du Sud, ce qu'ils appellent la Grande Grèce, en Espagne, et aussi bien sûr dans le sud de la France, hein, et ils vont fonder notamment Massalia, hein, la cité phocéenne, du nom de Phocée, donc qui est une cité, vous voyez, de d'Ionie, hein, d'Asie mineure, d'où le terme de cité phocéenne, donc Massalia, Marseille, qui est la première ville hein, de l'histoire de France, on peut le dire comme ça. Ils ont fondé également Nice, hein, voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Enfin, en tout cas, les Grecs, voilà, se sont implantés même d'ailleurs aussi en Libye, hein, ce qu'on appelle la Cyrénaïque à l'époque. Donc voilà, les Grecs colonisent hein, pour le commerce hein, essentiellement une grande partie du bassin méditerranéen. Bon. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle l'époque classique, qui est beaucoup plus courte, mais c'est l'âge d'or, on pourrait dire, des cités grecques, avec notamment Athènes et Sparte, alors qui vont, on aurait pu le mettre ici, mais enfin oui c'est marqué, lutter contre les Perses, c'est ce qu'on appelle les guerres médiques, avec le grand personnage athénien, hein, le plus grand athénien de son temps, qui s'appelle Périclès. Donc c'est la période qu'on va étudier là, surtout dans ce chapitre-là. Ensuite, il y a une rupture avec l'émergence du royaume de Macédoine, donc au nord de la Grèce, qui va, sous le règne de Philippe II, dominer toute la Grèce, et son fils Alexandre va mener d'immenses conquêtes, hein, ce qu'on étudiera en toute fin de chapitre, et il va occuper l'Empire perse et marcher jusqu'aux portes de l'Inde, hein, et il va totalement, on va dire, bouleverser le cours de l'histoire en fondant des royaumes hein, en Asie. C'est une période qu'on appelle hellénistique, hein, extension donc du monde grec, hein, hellénistique on pourrait dire suprêmement hellénique, hein, c'est un terme voilà, qui a été forgé au 19e, mais bon, hein, je rappelle que hellénique et grec c'est la même chose. Donc la période hellénistique qui donc voit les Grecs occuper l'Asie, occuper l'Égypte également, la fameuse reine Cléopâtre hein, qui est grecque. Bon, il y a beaucoup à dire sur ces thèmes-là il faut se réfréner, et ensuite c'est la conquête romaine, hein, notamment donc la Macédoine, la Grèce, hein, qui sont conquises à partir du IIe siècle avant notre ère. Donc voilà pour cette longue et très riche histoire grecque, donc bien connue parce que les Grecs écrivaient, hein, ils avaient un alphabet. Donc on l'a vu dans le premier chapitre introductif, hein, les premiers récits historiques en tant que tels, hein, qu'on peut citer notamment Hérodote ou plus tard Thucydide, pour les plus connus, sont bien des Grecs. Hein. Donc la science historique, en tout cas en Occident, est née en Grèce. Alors, je vais revenir d'abord, enfin rapidement, sur l'idée qu'en fait les Grecs ou les Hellènes ont des points communs évidemment au niveau religion, au niveau du mode de vie, au niveau de la culture, etc. Mais ils sont divisés en différents peuples, alors on pourrait appeler tribus, eux-mêmes disaient des ethnées ou ethnos au singulier, ce qui a donné une ethnie. Alors ça se voit par la langue, parce qu'on voit cette carte. Alors j'ai pris des cartes libres de droit sur Wikipédia, et j'ai surtout pris des cartes qui étaient valides, hein, parce qu'il y a parfois des erreurs et puis qui se recopient entre elles, hein. Bon, bref. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a différents dialectes, parce qu'ils parlent voilà, une langue qui a des points communs, mais il y a des variantes. Alors, il y a quatre grands groupes principaux, hein, ou cinq. Il y a donc les Achéens, donc, qui étaient un peu repliés déjà à l'époque, hein, mais bon, Achéens et Doriens. On a les Éoliens, et on a surtout, donc, enfin, en tout cas, l'Attique. En fait, la langue attique, ça a donné le grec ancien, en fait, hein, quand on étudie le grec ancien, en fait, on étudie l'Attique. Donc l'Attique, c'est la région d'Athènes, parce que la majeure partie des textes étaient écrits à Athènes. Et on a également l'Ionien, hein, le Lyonie, en fait, qui est le nom qu'on donne à la région d'Asie mineure. Et d'ailleurs, les Athéniens sont des Ioniens. Donc, en fait, l'Attique est une branche du Ionien. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails des langues grecques, c'est un peu complexe, mais voilà, retenez bien qu'il y a un fond commun, mais que les Grecs eux-mêmes hein, estimaient qu'ils appartenaient à un peuple, on va dire les Hellènes, une famille de peuples, mais eux-mêmes voilà, se désignaient plutôt comme Doriens, comme Attiques ou Ioniens, et ça explique aussi les rivalités parfois qu'on pouvait avoir entre les cités, par exemple entre le monde dorien, hein, les Spartiates, et puis le monde attique ou ionien, les Athéniens. Bon. Donc c'est un pays très morcelé, on le voit, hein, beaucoup de petites îles et des replis, beaucoup
de montagnes également, donc ça explique pourquoi ils s'organisent en cités, ça paraît assez logique, mais voilà, les territoires sont assez isolés les uns des autres, donc ça explique pourquoi il y a eu des cités, des petits États indépendants les uns des autres, c'est pas un vaste royaume, hein, c'est pas des grandes plaines ouvertes à tous les vents. Donc le territoire explique beaucoup l'organisation en petites unités, en petites cités euh, indépendantes. Bon, je vais pas trop vous embêter avec les langues, mais c'est des thèmes importants. Alors, je reviens proprement dit à l'histoire d'Athènes, donc en première séance, hein, on pourrait se poser la question, mais comment Athènes est née, hein, et comment a-t-elle fondé le régime de la démocratie? Donc là, vous pouvez voir hein, une illustration, donc une reconstitution de l'Acropole, et avec une photo, très jolie photo actuelle. Donc Athènes, c'est bien une cité-État, hein. Comme je l'ai dit, les Athéniens, ou en tout cas les Grecs, hein, sont organisés la plupart du temps en cités. Donc il y a quelques royaumes, mais c'est plutôt des cités. Donc une ville, hein, ce qu'on appelle une cité-État, c'est une ville qui contrôle un territoire environnant. Donc il y a quand même des campagnes, hein, des ports, hein, évidemment, et qui possède surtout donc une autonomie politique, hein, ainsi que les attributs de la puissance, de l'indépendance. Donc en clair, ses propres lois, sa propre armée, sa propre monnaie. Donc une cité-État se dit en grec polis, hein, polis IS, donc ce qui a donné tous les mots en pôle qu'on a en français, hein, la politique, la police, métropole, hein, évidemment c'est la racine hein, de cité, mais dans le sens cité-État, hein, c'est pas une ville classique, hein, c'est une ville mais qui est indépendante, qui est autonome, qui a son propre gouvernement, hein, comme on vient de l'expliquer. Alors, je vais d'abord m'intéresser aux origines préhistoriques. Donc le site d'Athènes, je l'ai dit, se trouve en Attique, hein, et il est occupé depuis déjà bien longtemps. C'est un site plutôt favorable, hein, en hauteur, avec des sources d'eau. Donc il est occupé depuis le néolithique, hein, on est là vers 6000 avant notre ère. Et vers 1800 avant notre ère, la Grèce hein, commence à être occupée par différents peuples indo-européens. Alors j'ai déjà expliqué ce que c'était les Indo-Européens, c'est une grande famille de peuples qui a donné hein, les Latins, qui a donné les Celtes, qui a donné les Grecs, voilà, tous les grands peuples de l'Antiquité. Donc je vous renvoie là aussi à d'autres vidéos que j'ai pu faire là-dessus. Donc en tout cas, voilà, il y a des points communs linguistiques ou culturels ou religieux entre tous ces peuples de l'Antiquité, et ils se sont mélangés donc avec des peuples préexistants, hein. C'est comme ça qu'un grec ne ressemble pas à un germain, hein. Voilà, il y a quand même des mélanges avec des peuples, on dira, autochtones. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a eu différentes vagues successives à partir de 3000 avant notre ère, puisqu'on distingue, hein, je l'ai dit, les Ioniens, les Achéens, les Doriens, même les Macédoniens aussi qui sont apparentés aux Grecs. Donc voilà, il y a toute une suite de peuples qui vont arriver par vagues successives, même s'ils ont des points communs, hein, ils ont des langues, je l'ai dit, des usages différents. Et on retiendra que les Athéniens appartiennent à la grande famille des Ioniens, hein, qui sont aussi installés en Asie mineure, hein, et ils ont fondé d'ailleurs plusieurs grandes cités. On voit Éphèse, Milet, on pourrait citer aussi Phocée, hein, qui a fondé donc Massalia, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà pour les origines préhistoriques. Alors, pour revenir aux origines historiques proprement dites, le site donc de l'Acropole a déjà une certaine importance du temps de l'époque mycénienne, même si en fait c'est plusieurs petits villages, il n'y a pas encore de cité, hein, voilà. À l'époque de Mycène, Athènes, voilà, c'est plusieurs petits villages, mais le site a déjà voilà, une certaine importance entre 1400 et 1200 avant notre ère, et puis bah, il va décliner, hein, comme l'ensemble du monde grec, hein, jusqu'au 8e siècle. Et là, au 8e, hein, vers 800, on n'a pas de date précise, mais euh, plusieurs villages se réunissent et vont fonder Athènes. C'est pour ça qu'Athènes a une forme au pluriel, hein, même en grec, hein, c'est Athénée, on voit bien Athènes, il y a toujours un S en français, et donc cette forme du pluriel ben, reprendrait l'idée qu'en fait c'est plusieurs communautés, plusieurs villages qui ont fondé une seule et même cité. Alors la ville est bien située, elle a une situation déjà centrale en Grèce, hein, on dirait entre nord et sud, et elle a un accès à la mer, tout en étant pas tout à fait au bord de la mer. Donc elle est protégée, on dira, des invasions, tout en étant relativement proche de la mer, hein, autour du port qui s'appelle le Pirée. Donc c'est encore actuellement le grand port, plus grand port de Grèce, le Pirée. Et elle est surtout riche de ces champs d'oliviers, hein. Ce qui fait la richesse de la Grèce, et particulièrement à Athènes, c'est l'olivier, qui donne notamment l'huile, qui servait vraiment de base alimentaire, mais également les mines d'argent, hein, pour faire la monnaie. Donc c'est une ville qui a voilà, des ressources tout de même assez importantes. Alors, évoquons les origines
mythologique. Alors, je fais quand même une toute petite parenthèse par rapport à ce qu'on voit le Parthénon, parce que là, c'est pas forcément le Parthénon à l'époque du 5e siècle, parce que là, voilà, il n'y a pas vraiment de date, mais on voit qu'il y a des monuments romains. Ah, vous voyez, Temple de Rome et d'Auguste, bon, évidemment, par définition, ça a été bâti du temps des Romains, donc on doit sûrement être autour de l'an 0, hein, voilà, au 1er siècle de notre ère. Alors, on voit le Parthénon, donc c'est le monument principal, le symbole d'Athènes, vous en avez ici le vestige, donc c'est dédié à Athéna. Alors, il y a deux autres bâtiments vraiment très connus. Il y a cette immense statue d'Athéna, à savoir que dans le Parthénon, il y avait une statue d'Athéna en or et en ivoire, et également un temple, Athéna Niké, donc Niké ça veut dire la victoire, en commémoration de la victoire contre les Perses, et Niké qui a donné marque, hein, la marque de Nike, hein, qui veut dire la victoire en grec. Bon voilà pour cette petite parenthèse. Alors pour revenir aux origines mythologiques, donc selon la légende, en fait, Athènes a été fondée par un roi qui s'appelle Cécrops, et qui en fait a choisi donc de placer sa cité sous la protection d'Athéna, donc qui est la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Alors en fait, selon la mythologie, Athéna et Poséidon, donc Athéna c'est, vous allez le dire, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, Poséidon dieu de la mer, se sont disputés la possession de la région de l'Attique. Et donc ils choisissent comme arbitre ce roi qui s'appelle Cécrops. Alors Poséidon frappe l'acropole de son trident et en fait jaillir un cheval invincible au combat, ou selon d'autres sources, justement une source d'eau salée, pas très utile vous me direz. Athéna, quant à elle, eh ben, elle offre un beau cadeau, c'est-à-dire un olivier, et qui va donner la richesse d'Athènes, je l'ai dit, donc qui symbolise aussi la sagesse d'ailleurs. Et donc Cécrops, il juge le présent de la déesse bien plus utile, hein, et il va donc faire d'Athéna la protectrice d'Athènes. Alors il y a une autre version qui dit que Cécrops a organisé un vote dans une assemblée mixte, donc hommes et femmes, et que les femmes en fait ont voté en faveur d'Athéna. Et que donc Poséidon, pour se venger, aurait obtenu que les femmes ensuite n'aient pas le titre de citoyenne ni le droit de vote. C'est assez amusant et à noter. Alors, pour revenir à l'étymologie, sans entrer trop dans les détails, mais il y a une erreur que j'ai même pu commettre, hein. C'est pas Athéna qui a donné son nom à Athènes, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est parce qu'en fait, on pense que c'est une cité qui a été vénérée à Athènes, et donc on l'a appelée Athéna. C'est pas comme on le croit souvent, la déesse qui a donné son nom à la cité. C'est l'inverse. C'est la cité qui aurait donné son nom à la déesse. C'est pas toujours très clair, il y a plusieurs versions chez les chercheurs, mais enfin bon, c'est un petit détail. Mais c'est vrai que parfois, il y a des erreurs, on la peau dure. Alors, je vais revenir là maintenant au thème un peu plus politique, hein, parce que donc au départ, en fait, la cité compte des rois légendaires. Donc c'est des rois de la mythologie. Ils ont peut-être existé, mais enfin voilà, il n'y a pas de preuves historiques, on en parle dans la mythologie. Donc principalement, ils sont assez connus, hein. Il y a Égée, qui a donné son nom à la mer Égée, et surtout son fils Thésée, donc il était roi d'Athènes, et Thésée, il est surtout connu parce qu'il a vaincu le Minotaure, donc le fameux monstre mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe du roi Minos en Crète. Donc les Crétois étaient un peuple, alors qui n'était pas grec, comme on le croit souvent, mais enfin voilà, qui est un vieux peuple, hein. On est là vers à peu près 1200 avant notre ère, qui ont beaucoup influencé, hein, les Minoens qui ont beaucoup influencé les Grecs plus tard, mais notamment avec l'alphabet. Mais enfin bref, en tout cas, je vous fais la version courte, mais bon, Thésée est connu pour avoir vaincu le Minotaure dans le palais du roi Minos, hein, ce palais qu'on appelle le labyrinthe. Bon, ça donnait plein d'autres histoires, Ariane, Icare, etc. Mais bon, vous irez voir si ça vous intéresse. Je vais pas faire un cours de mythologie. Revenons à l'histoire, donc proprement dite. Alors, au départ, on l'a dit, hein, il y a des rois mythologiques, mais en fait, historiquement parlant, il n'y a pas eu de roi. En fait, au départ, il y avait ce qu'on appelle un régime oligarchique, ce qu'on appelle une oligarchie. Alors, c'est un mot qu'on emploie souvent, parfois à tort et à travers. Holos, ça veut dire petit nombre, archos, le pouvoir, donc c'est pas une monarchie. Donc, monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Une monarchie, c'est généralement voilà, un roi, un empereur. Une oligarchie, en fait, c'est un gouvernement dans lequel le pouvoir est entre les mains d'un petit nombre de personnes. Donc voilà, souvent une famille ou des chefs qui se mettent d'accord, alors ils sont 5, 6, 10, pour se passer le pouvoir. Alors c'est à ne pas confondre avec l'aristocratie, qui est littéralement le gouvernement par les meilleurs, dont le pouvoir en fait repose sur des aptitudes particulières, donc la puissance guerrière, la richesse, etc. Donc certes, souvent dans l'oligarchie, c'est une aristocratie, mais
Pour faire simple, l'oligarchie, généralement, c'est de père en fils, hein. C'est des nobles, voilà, qui héritent de leur père, hein, et qui se passent le pouvoir. Tandis que l'aristocratie, en fait, elle est basée sur le pouvoir réel, si je puis dire. C'est pas sur la naissance, hein, c'est basé sur ses aptitudes. Parce que je fais une parenthèse, mais parfois on a tendance aussi à croire que noblesse et aristocratie sont synonymes, ce qui n'est pas le cas. La noblesse, c'est par le sang, l'aristocratie, ça se mérite, hein. C'est souvent bon, par la force, hein, on parle de l'aristocratie guerrière, ou par la propriété, on parlera de l'aristocratie foncière, on pourrait aussi maintenant parler d'aristocratie financière, par exemple. Bon, c'est peut-être un petit peu complexe vu comme ça, mais bon, en tout cas, on peut déjà comprendre qu'il y a énormément de termes politiques qui viennent du grec. Donc pour revenir à ce régime de l'oligarchie, au départ, en fait, la cité elle est dirigée par 9 chefs, 9 membres élus chaque année parmi les grandes familles de grands propriétaires terriens. Donc c'est bien une oligarchie parce que vous voyez, c'est un petit nombre, c'est pas une monarchie, et c'est pas non plus une aristocratie parce que vous voyez, ça se fait en famille, quoi. Hein, il se passe le pouvoir de père en fils. Donc c'est un régime qui existe dans l'Antiquité. Évidemment, maintenant, il n'y a plus vraiment d'oligarchie, même si c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la vie politique, hein. On considère un peu voilà ce qu'on appelle les oligarques, c'est des gens puissants, des gens influents, des millionnaires, etc., qui voilà tirent un petit peu les ficelles dans l'ombre. Donc c'est un terme qu'on retrouve parfois à tort et à travers dans tel ou tel discours plus ou moins complotiste, mais enfin voilà, ça peut être une réalité, hein, l'oligarchie ça existe. Mais bon, voilà, c'est peut-être le premier terme un petit peu compliqué pour le coup. Bon, alors ensuite, on verra qu'il y a un mécontentement populaire, hein, parce que notamment par rapport à la redistribution des terres, hein. C'est le grand problème à Athènes, hein, c'est savoir qui possède les terres. Et donc il y a un premier réformateur, donc on est en 594, donc avant notre ère, il s'appelle Solon, ou Solone, qui jette les bases donc, de ce qui deviendra plus tard la démocratie. Donc il va créer les assemblées, il va créer un tribunal populaire, et il va surtout rédiger, ou faire rédiger, une loi écrite, donc qui est gravée littéralement hein, dans le marbre, qui est la même pour tous. C'est-à-dire qu'on soit pauvre ou riche, hein, dès qu'on a des citoyens, et ben on a la même loi. C'est quand même important. Une loi qui est la même pour tous, ça s'appelle l'isonomie, le fait que la loi soit la même pour tous, et surtout elle est écrite. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de lois orales qu'on adaptait en fonction de la situation, en fonction de qui était jugé. Donc là, la loi, elle est écrite, donc j'ai envie de dire, elle est intangible, on ne peut pas la modifier, et elle est la même pour tous. Bon. Autre mesure aussi prise par Solone, il va faire abolir l'esclavage pour dette, parce que voilà, les citoyens pauvres qui ne pouvaient pas payer leurs dettes, eh ben, pouvaient devenir l'esclave de la personne à qui ils avaient emprunté de l'argent. Donc c'était une manière quand même de mettre une pression sur les couches populaires. Mais c'est pas encore la démocratie parce qu'il n'y a pas un système de vote, et le peuple, hein, qu'on appelle le démos, hein, reste exclu du pouvoir. Alors ensuite, on va avoir un régime qu'on appelle la tyrannie. Donc on est là au VIe siècle toujours, il y a un mécontentement populaire au sujet de la redistribution des terres, et là le pouvoir va passer aux mains de 3 tyrans successifs. Alors attention, parce que maintenant le mot tyran a pris un sens péjoratif. Quand on dit un tyran, c'est un dictateur sanguinaire, hein. Bon, voilà, ou même d'un tyran domestique, hein, pour voilà, quelqu'un qui maltraite sa famille. Donc évidemment, maintenant, c'est très péjoratif. Tandis que là, chez les Grecs, le mot tyran, c'est un mot relativement neutre qui signifie un chef, un souverain, qui a pris le pouvoir par la force. Alors attention, c'est pas un roi, parce que les Grecs faisaient bien le distinguo, au niveau prestige, on dira, hein, entre un tyran et un roi. Bon, la réalité, c'est la même, hein, vous me direz, mais voilà, les Grecs faisaient bien le distinguo entre un roi, qui est quand même plus prestigieux, et un tyran. Alors, le mot tyran vient quand même de l'idée de peur, hein, ça a donné le mot terreur d'ailleurs, ou tyrannosaure, hein, le lézard qui fait peur. Donc voilà, c'est la racine quand même de la peur, l'idée quand même qu'il exerce son pouvoir grâce à la force, hein, donc c'est un pouvoir personnel. Alors, il y a eu beaucoup de tyrans, hein, c'est un modèle assez courant dans les cités grecques, hein. Donc on distingue 3 tyrans, donc il y a le dénommé Pisistrate, ensuite ses 2 fils, Hippias et Hipparque. Alors vous me direz, c'est dynastique, ça ressemble à des rois, mais c'est pas vraiment des rois. Vous voyez, ça ressemble à des rois, mais ils n'ont pas le titre de roi. Alors Pisistrate, il est important parce que c'est lui qui a commencé à faire d'Athènes une grande puissance navale. Et hein, comme je l'ai dit, les tyrans peuvent parfois être aimés du peuple, hein. C'est pas tyran dans le sens méchant. Certains faisaient de bonnes choses pour leur peuple, ils étaient appréciés des citoyens, même si c'est vrai que maintenant le terme a un sens très péjoratif. Alors pour revenir à la Grèce en général,
hein. Il y a beaucoup de types d'organisations politiques, hein, parce qu'on parle toujours d'Athènes, mais voilà, on peut avoir des monarchies, on peut avoir même des doubles monarchies, comme à Sparte, il y a deux rois, vous voyez, pour éviter la dictature d'un seul, bah, il y a deux familles, il y a deux dynasties qui donnent des rois, c'est assez étonnant, hein, double monarchie. Et on a aussi, je l'ai dit, des systèmes oligarchiques aussi assez courants dans les autres cités grecques. Alors, voyons maintenant, pour conclure pour aujourd'hui, parce que je vais pas, voilà, je vais faire une vidéo en plusieurs parties, on va donc évoquer l'instauration de la démocratie. Alors, déjà, voir qu'en 508, il y a une révolte populaire, on pourrait parler même d'une révolution, hein, qui met fin à la tyrannie, avec l'aide de Sparte, donc la cité de Sparte, qui entre un petit peu dans les affaires internes d'Athènes, sachant que il y a un des tyrans à un moment qui va s'échapper, qui va se sauver à Sparte, si je ne m'abuse, enfin bref. Donc en tout cas, le peuple, on va dire, chasse les tyrans. Et là, il y a un aristocrate, donc c'est quelqu'un qui vient des grandes familles, mais qui est proche du peuple, qui s'appelle Clisthène, qui a des idées assez innovatrices, assez radicales, on dirait, qui va instaurer la démocratie. Alors, ça existait dans d'autres cités, ça existait dans d'autres lieux, hein. En Inde, par exemple, il y avait des cités démocratiques dans l'Inde antique, hein, voilà, donc c'est pas inventé par Athènes, mais c'est voilà Athènes qui va symboliser les idées démocratiques, qui va peut-être aller le plus loin dans l'organisation démocratique. Alors, on reviendra sur les institutions, mais l'idée est simple, c'est que il y a donc une assemblée, et qui réunit tous les citoyens. Donc les 40 000 citoyens, hein, peuvent participer à l'Assemblée, quel que soit votre revenu. Bon. Et cette Assemblée vote les lois, vote la guerre, hein, donc voilà, donc il y a un vote, on rappellerait démocratique, et à voir que certains citoyens, donc les plus riches, peuvent être élus, on verra, les dirigeants de la cité. Bon, en tout cas, il y a quand même une nuance, hein, seuls les plus riches peuvent être dirigeants de la cité. Ça, faut quand même être clair aussi, parce que on a l'impression qu'Athènes, c'est formidable, c'est la démocratie. Non, il y a quand même l'idée aussi hein, d'une pyramide sociale. Bon. Alors, ce qui va être décisif dans l'histoire grecque et dans l'histoire d'Athènes, c'est les fameuses guerres médiques. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que donc on voit la carte hein, qui est assez bien faite, assez complète. Il y a deux guerres, hein, ce qu'on appelle les guerres médiques, il y en a eu deux, donc on est en 490 pour la première, et la deuxième, elle dure de 480 à 479. Et en fait, elles opposent donc les cités grecques, principalement Athènes, aux Perses, que les Grecs à l'époque appelaient par erreur les Mèdes. En fait, les Mèdes, c'est un peuple voisin et proche des Perses. Donc les Perses, ils viennent d'Iran actuel. Sauf que les Perses, à l'époque, dominaient toute l'Asie mineure et menaçaient, vous voyez, les cités grecques. Vous voyez là, soulèvement ionien, j'avais dit l'Ionie, c'est les cités grecques d'Asie mineure, qui vont se révolter contre les Perses, qui évidemment veulent étendre leur domination sur cette région-là. C'était des cités très très riches. Et les Perses, qui est ni plus ni moins que le plus grand empire de l'époque, hein, menacent les cités grecques. Donc on est bien, hein, guerre médique, hein, on devrait dire les guerres persiques. Alors en fait, bon, je vais faire très court, hein, mais il y a deux guerres médiques. Donc la première, vous voyez en marron, 490, il y a deux généraux, donc Artapherne et Datis, vous voyez, qui partent en bateau, donc c'est ce qu'on voit en marron, donc ils partent d'Asie mineure, de l'Orient, on dira. Ils traversent la mer Égée, et ils vont débarquer près d'Athènes, hein, en fait, Athènes était, on va dire, le cœur de la résistance, sachant que les Athéniens étant des Ioniens, il y avait une solidarité, on dirait, naturelle. Donc, vous voyez, la première guerre médique, c'est pas très très clair ici, mais 490, c'est en marron, et là, ils vont débarquer tout près d'Athènes. Sauf que là, les Athéniens, contre toute attente, on va dire, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les Perses, hein, ils sont 1 contre 3, littéralement, l'emportent à la bataille de Marathon. Donc Marathon, évidemment, qui a donné son nom à la course en athlétisme, hein, en hommage à cette bataille. Donc, je vous ai parlé aussi des détails plus ou moins mythologiques, vous irez vous renseigner, mais enfin, en tout cas, voilà, Marathon a donné son nom à la course à pied. Et donc les Athéniens l'emportent en 490 donc contre les Perses. Alors, j'aurai l'occasion de vous remontrer d'autres documents par la suite parce que les Athéniens, ou en tout cas l'armée athénienne ou les armées grecques à l'époque comportent ce qu'on appelle des hoplites. Donc les hoplites, ce sont des soldats en armure lourdement armés. Donc là, c'est un petit peu dommage, je n'ai pas le document ici même, mais bon, c'est quand même assez connu, hein, les hoplites, hein, donc porter un bouclier rond, une armure en bronze, des jambières en bronze et une lance et une épée. Donc c'est une infanterie, on dira, lourde, très compacte, organisée en phalange, donc en rang très très serré. Et malgré leur petit nombre, ils sont bien entraînés, motivés, et ils arrivent à battre l'armée perse. Bon, donc voilà pour le Marathon.
10 ans plus tard, les Perses veulent leur revanche, et là, ils vont être menés en personne par le roi qui s'appelle Xerxès. Alors, il y a deux itinéraires, hein, un par la mer, vous voyez ici en rose, hein, il longe la côte, et un par la terre. Alors, là, on est 10 ans plus tard, et là, les Perses vont mettre le paquet, hein, pour ainsi dire, parce qu'ils attaquent par deux fronts, par la mer et par la terre. Donc, sur Terre, ils seront ralentis par les Spartiates. C'est la fameuse bataille des Thermopyles, ce qui a donné la légende des 300. Je vous renvoie au film. 300 guerriers spartiates, commandés par Léonidas, retardent l'avancée des Perses. Là, pour le coup, les Spartiates sont solidaires de l'ensemble des Grecs, se disent, bon, on va peut-être quand même défendre la Grèce, on va pas laisser que tout seuls les Athéniens. Donc c'est une défaite au final des Spartiates, mais ça a permis, on va dire, de ralentir l'avancée des Perses. Bon, les 300 guerriers spartiates sont tués, mais en tout cas, voilà, c'est une victoire symbolique, on dira. Alors dans le même temps, la même année, bataille indécise, on dira, bon, plutôt une victoire perse, parce que voilà, les Perses arrivent à passer là au cap Artémision, donc ils arrivent à entrer, on va dire, vers la Grèce centrale, sauf que là, en 480, nouvelle victoire athénienne, là c'est une bataille navale, donc en 480, la flotte athénienne, ce qu'on appelle les trières, là aussi je vous montrerai les documents à la prochaine vidéo, les trières, donc les navires de 3 rangs, là aussi en sous-nombre, hein, battent l'armée, donc la flotte des Perses. Donc grande bataille navale, on est là au large d'Athènes, sauf qu'en fait les Athéniens ont vidé la cité pour pouvoir mieux se défendre, et en fait la cité sera prise par les Perses. Et ils vont même brûler des monuments, les attaquer, notamment voilà, faire des sacrilèges, ils vont saccager l'acropole, donc ce qui sera considéré comme un sacrilège. Et d'ailleurs les Perses le paieront plus tard, Alexandre voudra se venger. Donc bref, en tout cas, Athènes est occupée, on va dire, mais ça n'empêche qu'elle remporte une victoire navale, là aussi en sous l'ombre, et voilà, donc deux grandes victoires stratégiques, et même voilà, prestigieuses, donc Marathon et Salamine. Victoire finale des Grecs, c'est à Platée, donc là c'est une alliance de quasiment l'ensemble des grandes cités grecques, hein, qui vont battre définitivement sur terre l'armée des Spartiates, pardon, excusez-moi, des Perses en 479. Donc vous voyez, après les Thermopyles, ils continuent à avancer et ils sont battus en Béotie à Platée. Donc là, voilà, grande victoire des Grecs coalisés. Alors, pourquoi ça nous intéresse par rapport à Athènes? C'est que Athènes donc, est une démocratie depuis peu de temps, depuis une vingtaine d'années, c'est une jeune démocratie. Et en fait, ce sont des citoyens, les soldats athéniens. Que ce soit les hoplites ou que ce soit les rameurs dans les bateaux, ce sont des citoyens, ce ne sont pas des mercenaires. Donc déjà, ils se battent pour un idéal, ils se battent pour défendre leur cité ou leur famille, donc ils sont déjà motivés, ils sont bien entraînés, ils se connaissent bien. Mais l'idée aussi, c'est qu'en fait, comme ils ont remporté la victoire, bah, la cité va leur donner plus de droits. Vous voyez, bon, je caricature un peu, mais en, en récompense de leur haut fait militaire, les citoyens athéniens reçoivent plus de droits. Ça renforce, on va dire, le régime. Ça montre que la démocratie peut l'emporter contre un empire qui était considéré comme le plus grand du monde. Donc ça va beaucoup donner de prestige à Athènes, mais aussi ça va beaucoup consolider le régime démocratique. Parce que ça montre que ce régime peut mener des guerres. On le voit encore maintenant. On a l'impression comme ça, d'instinct, qu'une dictature, c'est mieux pour faire la guerre. Et ben, c'est pas si évident. Hein. On le voit à travers les guerres mondiales. Hein, ou même actuellement, si on voit de quoi je parle, on peut imaginer une démocratie qui va résister à une dictature. Donc c'est un régime qui peut être prêt à la guerre, il faut être clair là-dessus. Je vais m'arrêter là pour le coup aux guerres médiques, et puis à la prochaine vidéo, je vous montrerai les illustrations manquantes. Hein, voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt.